Salut amis bidouilleurs et bidouilleuses et bienvenue dans cette série sur les machines thermiques. Alors, nous allons commencer par les bases, à savoir le premier et le second principe de la thermodynamique. Ces bases, certains d'entre vous les connaissent déjà, il y a déjà des vidéos qui ont abordé le sujet, j'ai mis des liens dans la description. Cependant, pour moi, c'est important d'aborder les principes de la thermodynamique, pour poser un socle qui sera utile pour les vidéos qui suivront. Et avec la crise énergétique et climatique, connaître en tant que citoyen les principes de la thermodynamique, sans forcément savoir faire les calculs, mais avoir une idée correcte de ce qu'est l'énergie et comment se comportent les flux énergétiques, est à mon sens une question importante. Parce que plus on s'enfonce dans la crise énergétique, plus on épuise ressources et environnement, et plus les choix en matière de production et de consommation d'énergie, ou plutôt d'exergie, on verra le concept, deviennent importants et surtout irréversibles. Une fois qu'on a tout cramé le pétrole, on a tout cramé le pétrole. Quelque part, notre sort a été scellé au début du 19e siècle, avec la révolution industrielle, qui a fait apparaître l'industrie. Autrement dit, la rationalisation de la production, qui passe d'une pratique artisanale intuitive à une activité calculée, optimisée, organisée. Cette rationalisation qui mettra un siècle à se mettre en place et qui continue aujourd'hui en dehors de la sphère de l'industrie, pour le meilleur comme pour le pire, n'a pu se mettre en place qu'avec la conjecture de la pensée rationnelle, les prémices du capitalisme et l'exploitation du tout premier moteur thermique, la machine à vapeur. On en parlera dans une vidéo dédiée de la machine à vapeur. Cette machine à vapeur apporte une énergie mécanique constante, bien plus importante que l'énergie animale ou humaine, ce qui permet de faciliter la transformation des matériaux, accélérer les flux, etc. Cette révolution est visible à partir de 1800 jusqu'à nos jours au travers de la consommation mondiale d'énergie primaire. Une énergie primaire, c'est ce qu'on trouve dans la nature, entre guillemets. Les principales sont la biomasse, le charbon, le pétrole, le gaz, l'hydraulique, le nucléaire, le vent et le soleil. Bon alors déjà, cette courbe, elle est impressionnante par sa croissance, qui reflète bien la croissance économique mondiale. Mais on remarque aussi quelque chose de curieux. Les énergies ne se remplacent pas, elles s'empilent les unes sur les autres. Le charbon n'a pas fait disparaître la consommation de bois, le pétrole n'a pas empêché la croissance de l'exploitation du charbon, etc., etc. En fait, une nouvelle source d'énergie signifie juste plus de consommation. Ça fait réfléchir quand même. Et quand on regarde comment exploiter ces énergies primaires, les machines thermiques représentent l'écrasante majorité des techniques en volume de production. Alors c'est des moteurs à combustion interne pour le pétrole, turbines pour le gaz, turbines à vapeur pour le nucléaire et le charbon, etc., etc. Et bien sûr, il y a une partie de cette énergie qui est utilisée directement pour chauffer. On va brûler du gaz par exemple pour chauffer un immeuble. Mais pour revenir à l'énergie mécanique, elle peut servir pour faire rouler une voiture, voler un avion ou faire tourner un générateur pour convertir l'énergie mécanique en énergie électrique. D'ailleurs, on notera que l'électricité n'est pas une énergie primaire. On ne la trouve pas directement dans la nature, enfin, sauf pour la foudre, mais ça vaut pas le coup. CF ma vidéo sur le sujet. Si on parle d'électricité, elle est produite à partir d'une énergie primaire par l'intermédiaire d'une machine thermique, à l'exception des panneaux solaires, de l'éolien et des barrages. Mais quand on regarde la consommation mondiale d'énergie primaire, on s'aperçoit que le vent, le soleil et l'eau, ça fait pas beaucoup. Et c'est par ce constat que certains caractérisent la période actuelle comme étant celle de la civilisation thermo-industrielle. Parce que notre société actuelle est l'héritière de la révolution industrielle, avec la consommation de masse, le libéralisme, l'industrie, la mondialisation, etc. Et que tout ça tient énergétiquement avec une écrasante majorité de machines thermiques. Et ceux qui parlent de société thermo-industrielle sont en particulier ceux qui théorisent son effondrement. On comprend bien que si cette courbe-là s'arrête de grimper, ça augure des changements radicaux, dont certains potentiellement douloureux. Ouh, le bel euphémisme! C'est tout un art. N'empêche que c'est assez paradoxal de parler de la fin des énergies, ou plutôt de la fin des énergies abondantes, alors que l'énergie est indestructible. Oui, indestructible, c'est ce qu'explique le premier principe de la thermodynamique. Vous voyez, j'y viens. Bon, j'ai besoin de café. Alors on va parler de système, et plus particulièrement de système fermé ou isolé. Mon système ici, c'est la table, le mug et l'air ambiant dans une bulle, entre guillemets, qui isole l'ensemble du reste du monde. Bon, je laisse la gravité comme force extérieure au système, parce qu'animer un mug en apesanteur, c'est chiant. Le système part avec deux densités énergétiques, une plus concentrée que l'autre. Et on regarde l'état du système au début et à la fin. On va pas voir en détail les phénomènes intermédiaires, juste expliquer les étapes. Et on fera ça pour à peu près tous les exemples que je vous donnerai dans les prochaines vidéos. Bon, en gros, ça sera des systèmes isolés, modulo les forces extérieures que je préciserai, comme la gravité ou la pression atmosphérique, et simplifiés. Le but, c'est de comprendre les principes généraux, c'est pas de rentrer dans les détails. Mais déjà, l'énergie, c'est quoi? Wikipédia nous dit « L'énergie est un concept relié à ceux d'action, de force et de durée. Un concept
C'est vrai que l'énergie en elle-même, c'est pas un truc palpable et visible en tant que tel. Je veux dire, c'est typiquement le genre de choses qu'on croit comprendre, mais quand on nous demande de l'expliquer, on galère un peu, voire beaucoup. Alors pour faire simple, l'énergie va quantifier une force pendant une durée pour créer une transformation. En fait, s'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de transformation d'état, il n'y a pas de vie, il n'y a pas un troquet, pas une mobilette, rien. Plus concrètement, vu que l'énergie c'est un concept qui quantifie la transformation d'un truc, on peut l'appliquer à tous les éléments de la nature. Il y a donc plusieurs sortes d'énergie. Laissez-moi vous présenter les deux types d'énergie auxquels on va s'intéresser dans ces vidéos. L'énergie cinétique. Vous la connaissez pour une masse en mouvement, c'est elle qui fait que le freinage d'un canard en pleine vitesse demande un certain temps et donc une certaine distance. Mais connaissez-vous les autres formes d'énergie cinétique? Le déplacement de charge électrique par exemple, ou encore le sujet qui va particulièrement nous intéresser pour la suite des vidéos, la chaleur. La chaleur, c'est l'énergie cinétique de l'agitation microscopique des molécules qui constituent un objet. Alors il ne faut pas la confondre avec la température. La température, c'est le niveau d'agitation, indépendamment du type de molécule ou de leur nombre. Plus les molécules sont excitées, plus la température augmente. La chaleur, en revanche, quantifie l'énergie de cette agitation. Pour calculer la chaleur, on prend en compte la température, mais aussi le volume et le type de matière. Et donc, à température égale, certaines matières emmagasinent plus de chaleur que d'autres. Et on va utiliser la chaleur pour mesurer l'échange qu'il va y avoir entre deux systèmes. Le mug de café est posé sur la table. Le mug perd de la chaleur et la table en reçoit. Les molécules du mug, plus excitées, vont entraîner avec elles les molécules de la table. C'est le phénomène de conduction thermique. La table, au contraire, verra sa température augmenter. C'est donc un transfert d'énergie cinétique qui a lieu au niveau microscopique. Alors on ne rentrera pas dans le détail du niveau microscopique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la vision au niveau macro. Donc ce qui se passe précisément au niveau des molécules, on le simplifie en termes d'agitation, et on va pas parler de toutes les caractéristiques de cette agitation, etc., des degrés de liberté ou tout ce que vous voulez. C'est pas le sujet de cette vidéo, nous on voit ça juste d'un point de vue macroscopique. On le voit bien à la caméra thermique. Le chat donne à son environnement de la chaleur par conduction. Mais le fait qu'on puisse voir ça dans les infrarouges montre aussi qu'il y a un autre type de transfert thermique, celui du rayonnement électromagnétique, qu'on mesure avec une caméra infrarouge par exemple. Il peut être visible à l'œil nu à partir d'une certaine température, comme l'acier chauffé à blanc par exemple. Pourquoi l'acier change de couleur à partir d'une certaine température? C'est parce qu'il se met à rayonner dans le spectre visible. Et ce rayonnement, c'est un transfert thermique. Ce rayonnement, c'est aussi ce qui fait que si j'approche ma main d'une plaque de cuisson sans la toucher, je ressens quand même la chaleur. Si l'aluminium en fusion n'est pas brillant comme l'acier, c'est parce que l'aluminium a une température de fusion plus basse, donc en étant fondu, il continue à rayonner dans les infrarouges, mais pas dans le spectre visible. Et c'est pour ça que quand on fait de la forge, on se fie beaucoup à la couleur de l'acier, parce que ça donne un indice sur sa température. Le dernier phénomène qui permet de créer un transfert thermique est la convection. Par exemple, de l'eau chaude plus légère que l'eau froide va remonter en surface. On s'en sert par exemple pour les systèmes de refroidissement. Sur certains moteurs, il n'y a pas de pompe qui fait tourner le liquide de refroidissement, c'est simplement le phénomène de convection qui fait remonter l'eau chaude dans un radiateur, et une fois que l'eau est passée dans le radiateur, elle est plus froide, donc elle redescend en bas du circuit. Et ensuite, la deuxième énergie que nous allons voir, l'énergie potentielle. C'est l'énergie que peut libérer un système lors d'un changement d'état. Par exemple, si on libère une charge pendue au bout d'un câble, on pourra récupérer une certaine quantité d'énergie qui dépend de la hauteur de la chute, du poids de l'objet et de la gravité, bien sûr. Par exemple, l'énergie potentielle d'un poids de 100 grammes à 1 mètre de hauteur avec une gravité arrondie à 10 mètres par seconde au carré est de 1 joule. On va revenir sur le joule. Mais l'énergie potentielle, c'est pas que la gravité, c'est aussi une énergie qui peut se libérer au cours d'une réaction chimique, comme par exemple quand on brûle de l'essence mélangée avec de l'air, ou quand on provoque une réaction nucléaire, etc., etc. Dans les systèmes thermodynamiques que nous allons voir par la suite, on va parler de la chaleur qui est un transfert thermique, comme on l'a dit, qui peut avoir 3 formes: radiative, convection et conduction. Et on a aussi le travail qui est toutes les autres formes d'énergie que la chaleur. L'électricité est un travail, l'énergie mécanique est un travail, etc. Bon, si on veut simplifier, on peut dire que la chaleur est une transformation désordonnée, une sorte de bazar qui va se répandre aux alentours, alors que le travail concerne une transformation ordonnée. Le travail mécanique, par exemple, c'est les molécules qui se déplacent de manière coordonnée. Donc on devine bien que ce qu'on cherche nous, c'est principalement du travail, parce qu'on peut en faire quelque chose, c'est domptable si vous voulez. Alors que la chaleur, c'est moins qualitatif.
L'énergie se note en joules. Un joule, c'est l'énergie qu'il faut pour soulever un poids de 1 newton sur 1 mètre. 1 newton, il faut multiplier par la gravité terrestre, ça donne environ 100 grammes. C'est l'exemple que je donnais pour l'énergie potentielle, 100 grammes sur 1 mètre. C'est donc une unité d'énergie assez faible. Pour donner un exemple, la combustion complète d'une bougie de 14 grammes libère environ 378 000 joules. Là, par exemple, je viens de libérer une certaine énergie potentielle. Bon, j'ai pas fait les calculs parce que j'ai pas encore pesé le chat, mais je les afficherai là. Et donc cette unité, le joule, ça vient de James Prescott Joule, qui est notamment connu pour son expérience, l'expérience de Joule. Oui, ça se tient. Prenons une cuve pleine d'eau, parfaitement isolée thermiquement de l'extérieur. Dans cette cuve se trouve une roue avec des pales qui tournent dans l'eau. Cette roue est actionnée par un travail mécanique W pendant une certaine durée. Pendant cette durée, le frottement de l'eau sur les pales fait élever la température du liquide qu'on mesure avec un thermomètre. Ce que montre Joule, c'est que le travail n'est pas détruit quand on fait tourner les pales dans le récipient. Il est simplement converti en chaleur. La température de l'eau augmente. Si à la fin de l'agitation, on actionne un système de refroidissement qui crée un transfert thermique vers une source froide pour amener l'eau à la température de départ, on va se rendre compte que la quantité de chaleur Q drainée pendant le transfert thermique est identique au travail W. Si on considère que le travail est gagné par le système, on compte W en positif, la chaleur Q est perdue par le système, on la compte négativement. On a donc W plus Q égale 0. Ça veut dire que l'énergie utilisée par le dispositif mécanique est strictement identique à la variation de chaleur dans le récipient. C'est assez contre-intuitif de dire ça, surtout que dans le langage commun, on parle de consommation énergétique, ce qui est physiquement faux. Aucun système ne consomme de l'énergie, il la convertit, c'est différent. Une éolienne convertit l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique, puis en énergie électrique. Concrètement, ça veut dire que devant l'éolienne, un cerf-volant sera capable de soulever un poids supérieur qu'au même cerf-volant derrière l'éolienne, car la masse d'air aura perdu une partie de son énergie potentielle, cette perte étant convertie en énergie mécanique. Une voiture transforme en énergie mécanique et en chaleur un couple carburant-comburant. L'énergie tirée de la combustion de ce couple se retrouvera transformée intégralement en chaleur par l'échauffement du moteur, le frottement des roues sur le goudron, le frottement de l'air sur la carrosserie, etc., etc. Même les marées causées par la Lune est un transfert d'énergie qui a pour effet de ralentir la rotation de la Terre. Tous les 200 millions d'années, il faut ajouter 1 heure pour que la Terre boucle un tour sur elle-même. Quand un satellite artificiel utilise la gravité d'une planète pour accélérer, il puise une quantité d'énergie cinétique infime à l'astre qu'il frôle. Bref, l'énergie est indestructible, elle ne fait que se convertir d'une forme à une autre. Et très souvent, c'est pour finir en chaleur. Autrement dit, la quantité totale d'énergie présente dans l'univers n'a pas varié d'une chute de chat depuis le Big Bang. Et c'est ce premier principe qui enfonce profondément une bonne partie des machines soi-disant révolutionnaires qui circulent sur Internet. Tiens allez, pour le fun, on va s'en fabriquer une de basique. Le premier principe de la thermodynamique rend impossible les machines à mouvement perpétuel dites de premier ordre, c'est-à-dire des machines capables de créer ex nihilo de l'énergie. C'est impossible. On prend forcément de l'énergie quelque part. Et alors avec l'exemple de la roue, ça se voit immédiatement. Puisqu'on a forcément des frottements sur ces machines, une partie de l'énergie de départ, pour lancer la roue, se convertit en chaleur. On aura forcément une perte qui va se soustraire à l'énergie cinétique de la roue, ce qui la fera ralentir jusqu'à l'arrêt. Bon alors ok, il y a le principe de conservation de l'énergie est indestructible, on peut pas la créer, bon très bien. Mais on pourrait se dire que si on arrivait à récupérer cette chaleur perdue autour de la roue, pour la réinjecter dans le système, on aurait là un véritable mouvement perpétuel. Bon, alors on ne pourrait pas produire de l'énergie avec, parce que ça nécessiterait de soustraire du travail au système, et donc de l'énergie que le système perdrait, donc la roue s'arrêterait. Mais à défaut d'avoir un générateur surnuméraire, c'est-à-dire qui serait capable de produire plus que ceux qu'il ne consomme, on pourrait avoir un truc qui tourne à l'infini, sans rien donner ni recevoir de l'extérieur, et qui donc serait dans une bulle parfaitement isolée, donc parfaitement opaque. Bah oui, parce qu'il y a aussi les radiations de la chaleur, donc il
faut les récupérer. Bon, ok, dit comme ça, on peut douter de l'utilité du truc, mais admettons qu'on veuille le faire. Et ben dans l'absolu, d'après la première loi de la thermodynamique, ce genre de système est possible. Il n'y a pas de création d'énergie, ce qui est réinjecté correspond parfaitement à l'énergie d'impulsion de la roue. Donc la première loi de la thermodynamique, elle dit ok, go, vas-y, serre-toi. C'est parce que notre machine à mouvement perpétuel a évolué. Elle est devenue plus subtile, c'est une machine à mouvement perpétuel du second ordre. Second ordre parce qu'elle viole la seconde loi de la thermodynamique. Seconde loi qu'on verra dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir vu cet épisode jusqu'au bout, je remercie Cyril et Commander qui m'ont relu et aidé à corriger certaines fautes. Dans la suite, le second principe de la thermodynamique, donc il y a certaines choses que j'ai passées sous silence, qui seront expliquées plus tard pour éviter de trop charger. Sinon, globalement, je resterai sur un niveau de vulgarisation assez élevé. C'est pour comprendre certains principes qui seront utiles quand j'aborderai ensuite les machines plus concrètement. Par conséquent, je ne vais pas tout détailler et je ne prétends pas faire un cours. J'essaye juste de poser les éléments de base qui, à mon avis, sont utiles pour comprendre certains enjeux techniques autour de l'énergie. Mais si vous voulez des bons cours complets avec vraiment les démonstrations et tous les calculs, pour aller plus loin ou pour même réviser ou je ne sais quoi, je vous ai mis des liens dans la description. En attendant, je vous dis bonne année et à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses.